en plus de l'écriture en série de Fourier comme ça, on peut aussi représenter les composantes d'un signal périodique à l'aide d'une représentation graphique. Il suffit de représenter les amplitudes des harmoniques en fonction de leur pulsation, tel qu'on l'a fait au début, et on appelle ça le spectre de Fourier du signal. Et on va donner ici le spectre du signal carré, en fait. Je rappelle que pour le signal carré, chaque harmonique possède une amplitude Sn et qui est égale à S1, l'amplitude de l'harmonique de rang 1, divisé par n. Donc par exemple, l'harmonique S3 égale à S1 divisé par 3. L'harmonique de rang 5, il a une amplitude S5 qui est égale à S1 divisé par 5, et ainsi de suite. Donc c'est un spectre facile à représenter. Ici, j'ai la valeur de la fréquence fondamentale. C'est aussi la fréquence de l'harmonique de rang n égale à 1. Et je représente comme ça son amplitude S1. J'ai choisi une échelle de telle sorte que S1 est cette longueur-là. Maintenant, si je respecte l'échelle, l'harmonique suivant, qui correspond à la fréquence 3 fois la fondamentale, il doit avoir une amplitude S3 égale à 1 tiers S1. Donc je représente par un trait comme ça, qui est 3 fois moins long. Et ainsi de suite, pour la fréquence 5F, je dois représenter par un trait qui est 5 fois moins long que le premier. Vu que ça décroît en 1 sur n, donc je pourrais représenter avec des traits pointillés la fonction 1 sur x, qui va me guider et m'aider à placer correctement ces harmoniques-là. Donc pour la fréquence 5F, donc voilà, j'ai une amplitude 5 fois plus petite que S1. Pour 7F, 7 fois plus petite que S1. Pour 9F, 9 fois plus petite que S1, et ainsi de suite pour toutes les autres. Voilà le spectre d'un signal carré. Ici, je m'arrête à 17 fois F, mais en fait, vous savez que dans le sens mathématique pur, le spectre peut aller jusqu'à plus l'infini. Alors on voit bien que les harmoniques de rang plus élevé, ils ont une amplitude plus faible que les harmoniques de rang n petit. Et si on compare maintenant le spectre du signal carré et celui du signal triangulaire. Donc si je fais la même chose pour le signal triangulaire, voilà ce que j'obtiens. La fonction en trait pointillé ici qui me guide, en fait c'est la fonction 1 sur x au carré. On dit que le signal triangulaire, en fait, il décroît, les amplitudes décroissent en 1 sur n au carré. Et je représente ici le signal carré. Bien sûr, ici, je compare des signaux ayant la même fréquence fondamentale f. Et on voit bien les amplitudes du signal triangulaire, qui sont en 1 sur n au carré, diminuent beaucoup plus rapidement que les amplitudes de signal carré, qui, elles diminuent en 1 sur n. Autrement dit, les harmoniques là, élevées, elles ont un poids ou une contribution beaucoup plus importante dans le signal carré que celles qui sont dans le signal triangulaire, ici. En fait, le signal carré est plus riche en harmonique que le signal triangulaire. Je reprends ici le signal carré, le spectre du signal carré, et je vois qu'avec cette représentation, je m'arrête seulement à la fréquence 17 fois la fondamentale. Bien sûr, je peux changer l'échelle, et là, c'est une représentation qui va jusqu'à 35F, mais cela me donne des pics là, ou des traits comme ça, de plus en plus serrés. Donc vous avez ici ce qu'on appelle une représentation en échelle linéaire des fréquences, c'est-à-dire que ici les harmoniques qui sont régulièrement espacées dans le spectre, en fait la gamme de fréquences que je peux représenter ici, c'est une gamme qui est relativement limitée. Dans une vidéo précédente, nous avons déjà présenté les inconvénients de cette représentation en échelle linéaire des fréquences, et nous avons dit qu'il est préférable, si on veut étendre les gammes des fréquences utiliser une échelle logarithmique des fréquences. Comme ça. Donc voilà le même spectre du signal carré représenté sur une échelle logarithmique. On voit ici la fréquence f, 3f, 5f, 7f, et ainsi de suite. On voit ici la courbe qui nous guide pour la décroissance des amplitudes. Et on voit que cela peut couvrir facilement plusieurs décades de valeurs possibles. Ici, je représente 4 décades. Donc une décade, c'est un multiple de 10. Donc vous avez f. Vous avez 10F ici, 100F, 1000F et 10 000F. Bien sûr, les valeurs des fréquences qui composent ce signal, ce sont des valeurs impaires. Donc je me contente ici d'écrire les valeurs impaires les plus proches.
La valeur impaire la plus proche de 100, c'est 99F. Et celle la plus proche de 1000F, c'est 999F. Sur cette échelle logarithmique, les espaces entre les harmoniques, en fait, il est de plus en plus petit. Les harmoniques se resserrent de plus en plus on avance, plus ils se resserrent. Mais cela a deux avantages, en fait, ça permet de représenter déjà plusieurs décades. Ici, 4 décades, comme vous le voyez. Donc on peut voir l'évolution du signal sur plusieurs décades. Donc ici, vous avez l'allure de 5000 harmoniques environ, puisqu'on sait que n est impair et que ici, vous avez jusqu'à 10 000, la valeur 10 000 fois f. Cela présente aussi un autre avantage, c'est qu'on peut superposer ce spectre au diagramme de Bode, ce qui sera très utile ensuite pour l'étude du filtrage. Ça nous permettra de voir si ces composantes sont dans la bande passante ou non d'un certain filtre, par exemple. Donc on voit bien l'utilité maintenant de cette représentation en échelle logarithmique. Ça peut représenter un très grand nombre d'harmoniques, mais elle ne représente pas toutes les harmoniques jusqu'à l'infini. Mais en fait, est-il nécessaire de représenter toutes les harmoniques jusqu'à l'infini? En pratique, n'y a-t-il pas une limite qui nous permet de s'arrêter quelque part? Alors oui, en pratique, en fait, on est peut être limité par plusieurs choses. Il y a déjà la précision de la mesure, mais aussi, même si la mesure est très précise, il y aura toujours le bruit. Qu'est-ce que le bruit? En fait, si vous prenez n'importe quel conducteur, et si vous observez avec précision ce qui se produit dedans, vous allez entre ces bornes, et vous allez voir que en fait, la tension entre ces bornes, elle fluctue. En fait, elle varie de façon aléatoire. En fait, les valeurs sont en général faibles. La plupart du temps, on ne le remarque pas. Mais si on est assez précis dans les mesures, on peut remarquer qu'à petite échelle, il y a toujours un bruit incessant qui est toujours là, qui est aléatoire. Et il a un peu cet aspect-là. On va le noter, S bruit, est une fonction du temps, en fait, qui varie en fonction du temps comme ça. D'où vient ce bruit? En fait, ce bruit, il vient de l'agitation thermique des électrons qui sont dans le conducteur. Il suffit que le conducteur ait une certaine température pour que les électrons qui le constituent soient en agitation thermique. Et des électrons en agitation thermique, ce sont des électrons en mouvement. Et il arrive que ce mouvement aléatoire des électrons, il fait fluctuer en fait la valeur de la tension dans le fil ou dans le conducteur en général. Donc j'ai pris ici l'exemple d'un fil, mais ça peut être n'importe quel autre composant électrique ou électronique. Et ce bruit-là, en fait, il est toujours présent. Il représente toujours une limite pour la précision avec laquelle on peut représenter les signaux. Et au bruit thermique, en fait, il vient s'ajouter d'autres sources de bruit pouvant être des sources extérieures. Vous savez bien qu'on est entouré par plusieurs signaux électromagnétiques provenant de plusieurs sources possibles, venant dans tous les sens. Et ils viennent s'ajouter au bruit et ils viennent encore plus perturber les signaux qui se trouvent dans les circuits. Alors, si je prends donc un signal théorique S1 de t comme ça, S1 de t est un signal carré théorique, parfait, mais en réalité, si ce signal se trouve dans un circuit, en fait, il va se trouver automatiquement mélangé au bruit, et tout ce qu'on va observer, c'est ça. On observe un signal carré bruité. Si on ne savait pas depuis le début que c'est un signal carré, donc il n'est pas simple de prouver que le signal là qu'on voit ici est parfaitement carré. Voilà, c'est un signal qui est mélangé au bruit. Et si on prend un signal théorique en fait plus faible, si le signal carré reçu est plus faible, c'est-à-dire que son amplitude est davantage plus proche du bruit, alors voilà ce qu'on voit sur le détecteur, sur l'oscilloscope par exemple. On voit que c'est un signal à peine discernable du bruit. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un signal carré ici? Ou un signal sinusoïdal? Ou n'importe quel autre signal? Donc le bruit en fait est un obstacle qui limite de la précision avec laquelle on peut étudier les signaux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en général? Il faut employer des signaux qui sont beaucoup plus grands, d'amplitude plus grande que le bruit, comme vous le voyez ici, le signal S3. Et comme ça, on peut commencer à distinguer entre le signal, sa nature, et l'effet du bruit. Donc le signal S3 que j'ai pris ici est mieux que le signal S2 ou S1.
mais c'est encore un peu proche du bruit. Donc je vais maintenant changer d'échelle, comme ça, et je prends un signal S de T qui est encore plus grand, qui a une valeur d'amplitude encore plus grande, et vous voyez que le signal S de T a, en plus du bruit, il est un peu plus proche du signal carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais étudier ce signal S de T plus S bruit, tel qu'on l'observe en pratique. Alors, je vais maintenant décrire son spectre. Et je commence par le spectre du bruit. Alors, le bruit, en fait, le bruit qui se trouve dans le circuit est en général un bruit qui est pratiquement un bruit blanc. C'est-à-dire que c'est un bruit qui est composé de toutes les fréquences possibles. Donc, son spectre, il couvre tous les points du spectre, comme ça. Donc, il possède en fait des amplitudes ou des traits en tout point du spectre. Donc, je le représente ici par une bande plus ou moins faible. Donc, sur ce que je représente ici, bien sûr, on devrait représenter une densité spectrale. Mais ici, je représente tout simplement une petite bande qui me signale le niveau du bruit seulement pour faciliter l'interprétation. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais représenter aussi le spectre du signal S de T. Il contient l'harmonique de rang n égale à 1. Ensuite, l'harmonique de rang n égale à 3, 5, 7, 9, et ainsi de suite. Je peux aller jusqu'à 21. L'amplitude de l'harmonique n égale à 21 est à peine visible ici. Elle commence à se mélanger au bruit. Et on voit aussi sur la gauche, n21, en fait, elle a une amplitude comparable à celle du bruit. Donc c'est tout à fait cohérent. Mais maintenant, si je continue jusqu'à n égale à 49, et pour n égale à 49, on voit que l'amplitude de cette harmonique-là est plus faible, nettement plus faible que celle du bruit. Et sur le graphique, là, à droite, on voit qu'elle est complètement noyée dans le bruit. Donc, on n'arrive plus à la voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, quelque part, le spectre doit s'arrêter parce qu'on n'arrive plus à distinguer les harmoniques de petite amplitude du bruit du signal. Donc elles viennent se mélanger dans le bruit, elles sont noyées dans le bruit, et le bruit nous empêche de les distinguer. En fait, en pratique, le spectre du signal ne sert plus à rien de continuer de le représenter, puisque ce sont des harmoniques indétectables. Autrement dit, si je représente en jaune ici des fonctions mathématiques au sens théorique, donc le signal S de T est un signal, à droite ici est un signal carré mathématique parfait, et là, à gauche, vous avez une somme de n égale à 1 jusqu'à 49, n impair. Ce sont en fait les harmoniques jusqu'à n égale à 49. Voilà leur somme. On voit bien que, d'un point de vue théorique, ce sont deux signaux qui sont très différents. En fait, il y a dans la somme des 49 harmoniques, ici, vous avez des ondulations. Et ces ondulations sont dues au fait que dans cette somme, il manque les harmoniques de rang supérieur qui viendront lisser cette fonction. L'effet des harmoniques manquantes ici, donc il est très clair, on peut bien le voir. Mais si je viens rajouter le bruit à ces deux fonctions-là, le bruit cache ces différences-là, et la somme des 49 harmoniques plus le bruit ressemble maintenant beaucoup au signal carré parfait S de T plus le bruit, tout simplement parce que le bruit arrive à cacher les imperfections ou le rôle que vont jouer les harmoniques de n égale 51, etc. Donc on voit bien ici que le spectre, en pratique, on peut l'arrêter quelque part pour un certain rang qui correspond environ au niveau du bruit. Que peut-on conclure de tout cela? On peut conclure qu'en pratique, le spectre il est fini. Un signal périodique peut être représenté par un spectre fini de quelques dizaines, c'est-à-dire n égale à 10 puissance 2. Oui, lorsque n égale 100, vous avez 50 harmoniques, ça fait quelques dizaines, ou de quelques centaines d'harmoniques, c'est-à-dire n égale à 10 puissance 3. Oui, pour n égale 1000, vous avez 500 harmoniques, ça fait quelques centaines d'harmoniques. Donc en pratique, un signal périodique est composé soit de quelques dizaines, soit de quelques centaines d'harmoniques. Donc en pratique, le spectre il s'étale sur 2 ou 3 décades. Bien sûr, cela dépend du niveau des bruits, cela dépend de l'amplitude du signal, mais en général, ça tourne autour de 2, 3, 4 décades, ça dépend du signal.